À 70 ans, Nicolas Sarkozy a finalement admis qu'il existe 5 noms qu'il aurait préféré ne jamais revoir sur son chemin. 5 visages qui, derrière les sourires publics, ont laissé des traces profondes, des tensions sourdes, des heures de silence lourd entre deux portes closes. À l'époque de son ascension fulgurante, on ne voyait que son énergie électrique, son pas rapide, cette volonté presque brûlante de tout contrôler. Pourtant, dans l'ombre des projecteurs, chaque rencontre avait un prix. Certaines ont nourri son ambition. D'autres ont fissuré sa confiance. Tout commence avec un aveu discret, glissé à voix basse, presque en retrait. Selon plusieurs proches, il aurait reconnu qu'il y a des collaborations qu'il n'aurait jamais dû accepter. Qu'à certains moments, il a senti son propre entourage se dérober sous ses pieds. Qui étaient ceux qui l'ont contrarié au point de ne plus vouloir travailler avec eux? Pourquoi ces alliances ont-elles laissé des marques durables? Et surtout, comment ces 5 relations ont façonné son regard sur la loyauté? Voici les 5 noms que Nicolas Sarkozy n'aurait jamais voulu recroiser. Avant que son nom ne devienne l'un des plus prononcés de la vie publique française, Nicolas Sarkozy était d'abord un jeune homme mu par une énergie presque trop grande pour lui. Ceux qui l'ont connu dans sa jeunesse parlent d'un tempérament vif, d'un regard déjà habité par cette volonté farouche de ne jamais rester dans l'ombre. Il avançait vite, décidait vite, parlait vite. Une cadence qui fascinait certains et qui en fatiguait d'autres. Avec le temps, cette impulsion est devenue sa signature, un mélange rare de charme et de tension, un moteur qui l'a propulsé au premier plan. Dans les années où tout s'accélérait, Sarkozy cultivait autour de lui un cercle de collaborateurs capables de suivre son rythme. Il aimait les personnalités fortes, celles qui n'avaient pas peur de dire ce qu'elles pensaient, mais cette préférence avait un revers. À force de s'entourer d'esprits puissants, il s'exposait inévitablement à la confrontation. Chaque salle de réunion devenait une scène de théâtre où l'ambition, la loyauté et la fierté se mesuraient dans les silences et les regards. L'entourage changeait souvent, non par caprice, mais parce que la vitesse à laquelle il avançait laissait peu de place à la fatigue ou à l'hésitation. Ceux qui ont travaillé près de lui décrivent un homme entier, exigeant avec lui-même autant qu'avec les autres. Cette exigence a produit des victoires éclatantes, mais aussi des relations brisées. Car il y avait chez lui une conviction intime que la confiance devait être absolue. Une loyauté fissurée, même légèrement, devenait un poids presque impossible à supporter. Et dans la course qu'il menait, certaines fissures ont fini par devenir des fractures. Avec l'âge, Nicolas Sarkozy regarde ce parcours d'un œil plus posé. Il admet que sa trajectoire a été marquée autant par les alliés précieux que par les rencontres douloureuses. Des personnalités fortes, brillantes, mais explosives pour certaines, ont laissé des marques durables dans sa mémoire. 5 d'entre elles, en particulier, ont changé son rapport aux autres et redéfini sa manière de s'entourer. 5 noms, 5 histoires, 5 relations qu'il n'aurait jamais voulu revivre. Numéro 5. Rachida Dati. Rachida Dati apparaît dans la vie de Nicolas Sarkozy comme une force vive, éclatante, presque indomptable. Dès les premiers instants, leur relation repose sur un mélange d'admiration et de fascination. Elle voit en lui une énergie brute, une vitesse d'action rare. Lui voit en elle un tempérament incandescent, une présence capable de transformer n'importe quelle pièce. Pendant un temps, cette complémentarité fonctionne. Ils avancent ensemble, portés par une ambition commune et une volonté de bouleverser les codes. Mais ce qui crée l'élan crée aussi l'orage. Très vite, les différences de style émergent. Sarkozy aime le contrôle, la précision, les décisions pesées au millimètre. Dati privilégie l'instinct, l'impact, la liberté du geste, 2 visions fortes qui, au début, semblent se nourrir l'une de l'autre mais qui finissent par s'entrechoquer. Ceux qui étaient présents dans les réunions de l'époque parlent d'atmosphères électriques. Une phrase trop directe, un regard trop froid, un silence trop long, et l'équilibre se rompait. On raconte que Sarkozy, un jour, aurait confié à un proche qu'il avait besoin de stabilité autour de lui. Dati, elle, refusait d'être enfermée dans un rôle trop étroit, comme si toute tentative de la canaliser devenait une attaque contre sa propre identité. Les tensions s'accumulent sans éclat apparent mais avec une intensité croissante. Une absence remarquée lors d'un moment clé, une réponse jugée trop brutale, une divergence sur la manière de gérer une situation délicate.
Des détails pour certains, des signes évidents de rupture pour ceux qui observent les deux personnalités se heurter. La complicité des débuts laisse place à une méfiance fragile. Le ton change, les gestes se retiennent, les mots deviennent plus lents, comme pesés pour éviter l'incendie. Un épisode revient souvent dans les récits. Après une réunion particulièrement tendue, Sarkozy aurait laissé échapper une phrase presque murmurée. Une phrase révélant qu'il ne reconnaissait plus celle qu'il avait tant soutenue. Dati, en l'entendant, se serait retourné et aurait répondu d'une voix ferme. Ce moment, capturé par quelques témoins, marque symboliquement la fissure définitive entre eux. Non pas une explosion, mais une fermeture silencieuse, comme une porte que l'on referme sans fracas, mais qui ne s'ouvre plus. Pourtant, malgré les tensions et les blessures, chacun reconnaît chez l'autre une forme de force exceptionnelle. Sarkozy n'a jamais minimisé les qualités de Dati. Dati n'a jamais nié le rôle crucial qu'il a joué dans son parcours. Mais certaines relations, aussi intenses soient-elles, portent en elles une incompatibilité profonde. Une vitesse différente, une manière d'exister trop éloignée pour cohabiter longtemps. Ce qui devait être une alliance solide devient peu à peu une lutte douce, une opposition presque inévitable. Avec le recul, selon plusieurs proches, Sarkozy aurait admis que cette collaboration lui a appris le prix de l'intensité. Il a compris que l'admiration n'empêche pas les blessures, que la confiance peut vaciller même là où elle semblait absolue, et que les personnalités les plus brillantes sont parfois celles dont il faut se tenir à distance pour préserver l'équilibre. Rachida Dati reste ainsi l'un des noms qu'il aurait préféré ne jamais recroiser dans un cadre de travail. Non par rejet, mais parce que certaines rencontres, trop fortes, deviennent impossibles à maîtriser. Numéro 4. François Fillon. Lorsque François Fillon rejoint Nicolas Sarkozy, beaucoup y voient une alliance idéale. L'un est calme, mesuré, presque impénétrable. L'autre est rapide, nerveux, brûlant d'une énergie qui ne laisse personne indifférent. Deux tempéraments opposés mais complémentaires. Pendant un temps, cette différence crée un équilibre subtil. Fillon apporte la stabilité que Sarkozy apprécie, une forme de sagesse silencieuse qui tempère les élans les plus vifs. Et Sarkozy, de son côté, offre élan, lumière, mouvement. Ensemble, ils donnent l'impression d'un duo solide, presque indestructible. Mais sous cette harmonie apparente, les premières fissures se dessinent très tôt. Fillon supporte difficilement la pression permanente, la vitesse imposée par Sarkozy, les journées qui s'étirent, les décisions prises à un rythme effréné, les attentes colossales. Selon plusieurs proches, il aurait confié que cette cadence lui semblait parfois inhumaine. Sarkozy, lui, ne comprenait pas toujours cette lenteur apparente, cette retenue qui contrastait tant avec son propre style. Il voulait une équipe qui avance, qui anticipe, qui réagit sans hésitation. Fillon, au contraire, cherchait la prudence, la réflexion, le temps de peser les conséquences. Les divergences finissent par s'exprimer en silence. L'ambiance change. Les échanges deviennent plus formels. Les regards se font plus froids. Puis vient une phrase qui restera gravée dans la mémoire collective. Un jour, alors qu'on l'interroge sur la nature de leur collaboration, Fillon lâche une déclaration brève, presque cinglante. Plusieurs témoins affirment que Sarkozy, en entendant ces mots, serait resté immobile quelques secondes, comme frappé par une révélation douloureuse. Une ligne venait d'être franchie. Ce qui avait commencé comme une complicité professionnelle se transformait en distance irréversible. Mais au-delà de cet épisode, ce sont leurs deux visions du travail qui rendent la rupture inévitable. Fillon revendiquait une forme de discrétion, une gouvernance apaisée, sans éclat. Sarkozy, lui, vivait dans l'intensité, l'action, la tension constructive qui, selon lui, pousse chacun à dépasser ses limites. Deux philosophies incompatibles sur le long terme. Peu à peu, leurs chemins se séparent, non pas dans un fracas, mais dans une usure progressive. La confiance s'effrite, la communication se tend, et le respect initial, bien qu'il persiste, ne suffit plus à maintenir l'unité. Un ancien collaborateur raconte une scène révélatrice. Un soir, après une réunion particulièrement longue, Sarkozy serait resté seul quelques instants, le regard perdu. Il aurait murmuré que certaines personnes, même les plus loyales, finissent par ne plus vous suivre. Et que ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre,
mais simplement la rencontre de deux mondes qui ne peuvent avancer éternellement côte à côte. Fillon, de son côté, aurait confié qu'il se sentait épuisé, vidé, incapable de continuer à cette vitesse. Aujourd'hui encore, selon plusieurs proches, Sarkozy regarde cette relation avec un mélange de respect et d'amertume. Il reconnaît les qualités de Fillon, son sérieux, sa constance, son intelligence calme, mais il sait aussi que leur duo portait en lui une forme de fragilité, une incompatibilité profonde que ni l'un ni l'autre n'a su dépasser. Pour Nicolas Sarkozy, François Fillon fait partie de ces personnes qu'il aurait préféré ne plus retrouver dans un cadre professionnel. Non pas parce qu'il doutait de lui, mais parce que certaines collaborations, même les plus prometteuses, finissent par révéler que deux routes ne peuvent jamais devenir une seule. Numéro 3, Claude Guéant. Claude Guéant entre très tôt dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, presque comme une ombre fidèle. Pendant des années, il est l'un des rares à comprendre la mécanique intérieure de cet homme qui avance toujours plus vite que les autres. Guéant observe, anticipe, organise. Sarkozy apprécie cette présence discrète, cette efficacité silencieuse qui semble rendre possible l'impossible. On dit souvent que Guéant savait traduire les intentions de Sarkozy avant même qu'elles ne soient formulées. Une alliance rare, fondée sur la loyauté et la confiance absolue. Mais cette proximité, justement parce qu'elle est si forte, porte en elle un risque. Quand deux trajectoires sont aussi étroitement liées, la moindre fissure devient une fracture. Au fil du temps, les choses changent. Sarkozy se sent de plus en plus seul au sommet, écrasé par le poids des décisions, par la tension permanente. Guéant, lui, commence à fatiguer de suivre un rythme que peu de gens peuvent supporter. Ceux qui les ont côtoyés parlent d'un glissement progressif, presque invisible, un regard moins complice, une réponse plus sèche, une hésitation dans un moment clé. Selon plusieurs témoins, c'est dans les derniers mois de leur collaboration que la rupture devient inévitable. Sarkozy reproche à Guéant de ne plus être aussi présent, aussi tranchant, aussi réactif qu'avant. Guéant, de son côté, se sent dépassé par l'exigence constante, par une forme de pression qui semble ne jamais se relâcher. Un soir, après une réunion lourde en tension, Sarkozy aurait laissé échapper une phrase qui résonne encore dans la mémoire de ceux qui étaient là. Une phrase simple, mais glaciale. Elle exprimait la sensation d'être abandonné au moment où il avait le plus besoin d'un allié. Pour un homme qui valorisait la fidélité plus que tout, cette impression fut un véritable choc. La relation se dégrade lentement. Rien de spectaculaire, rien de public. Juste un éloignement progressif, fait de silence et de non-dits. Une alliance autrefois solide devient un terrain fragile où chacun avance avec prudence. Les décisions ne se prennent plus avec la même fluidité. Les échanges deviennent formels, presque mécaniques. On raconte que Sarkozy, un jour, aurait observé Guéant en silence, comme s'il cherchait à retrouver l'homme qui autrefois connaissait ses pensées avant même qu'il ne parle. Mais aucune relation ne résiste à la fatigue accumulée, au poids du temps et aux tensions répétées. Guéant finit par s'éloigner et Sarkozy comprend que certaines fidélités ont une durée de vie, non pas par trahison, mais simplement parce que tout être humain atteint ses limites. Avec le recul, Sarkozy reconnaît que cette rupture fut l'une des plus douloureuses, car elle ne venait pas d'un conflit ouvert, mais de l'usure discrète d'une confiance autrefois parfaite. Claude Guéant demeure ainsi l'un des noms qu'il aurait préféré ne jamais revoir dans un cadre de travail, non par rejet, mais parce que leur relation, trop intime, ne pouvait survivre à la pression permanente. Une page tournée avec regret, mais une page tournée, malgré tout. Numéro 2. Patrick Buisson. Patrick Buisson n'entre pas dans l'univers de Nicolas Sarkozy comme les autres. Il arrive avec un talent particulier, une intelligence stratégique qui intrigue autant qu'elle inquiète. Dès leurs premiers échanges, Sarkozy perçoit chez lui une capacité rare à lire l'opinion, à décoder les courants invisibles qui traversent la société. Buisson parle peu mais observe tout, chaque mot, chaque silence, chaque hésitation. Au début, cette lucidité dérangeante fascine Sarkozy. Il y voit un atout précieux, quelqu'un capable de pousser plus loin la réflexion, d'explorer des terrains que d'autres n'osent même pas regarder. Mais cette intensité, justement, devient rapidement une source de malaise. Buisson a une présence sombre, presque énigmatique. Il propose, suggère,
glisse des idées à voix basse, toujours dans l'ombre. Selon plusieurs proches, il aurait parfois pris une place disproportionnée dans les discussions, influençant l'atmosphère sans jamais s'imposer frontalement. Sarkozy, qui aime l'action directe, commence à sentir une forme de décalage. Trop de secrets, trop de stratégies complexes, trop de zones grises. Leur collaboration se transforme peu à peu en un terrain glissant. Les divergences deviennent visibles lors de périodes particulièrement sensibles. Sarkozy attendait de la clarté, de la précision, des analyses nettes. Buisson, au contraire, cultivait l'ambiguïté, laissant planer des interprétations multiples. Plusieurs témoins parlent de réunions où Sarkozy, d'un ton froid, demandait des réponses simples, tandis que Buisson répondait par des analyses encore plus labyrinthiques. Ce contraste, au départ stimulant, finit par exaspérer le premier. Il avait besoin d'efficacité, pas de complexité additionnelle. Un soir, après une discussion tendue, un témoin rapporte que Sarkozy serra les lèvres avant de murmurer qu'il ne reconnaissait plus l'esprit qu'il avait admiré. Buisson, imperturbable, aurait simplement répondu qu'il ne faisait que son travail. Cette phrase sèche et opaque tombe comme une pierre dans le silence de la pièce. C'est cet instant que beaucoup considèrent comme le début de la rupture. Pas de confrontation éclatante, juste une cassure froide, définitive. Ce qui rend cette relation si difficile pour Sarkozy, c'est aussi la manière dont elle s'est construite. Il avait placé dans Buisson une confiance particulière, fondée non sur la loyauté, mais sur la lucidité. Une confiance fondée sur la conviction que cet homme savait voir au-delà des apparences. Or, lorsque cette lucidité devient source de trouble plutôt que de clarté, c'est toute l'architecture de la relation qui s'effondre. On raconte même que Sarkozy, en privé, aurait confié qu'il n'aimait pas l'idée qu'on puisse influencer son intuition profonde. Pour lui, l'instinct est sacré. Avec le recul, plusieurs proches affirment que Sarkozy garde de Buisson une impression complexe. Admiration pour le talent, mais inconfort face à la méthode. Respect pour l'intellect, mais fatigue face à l'opacité. Une relation brillante, mais toxique, à la fois nécessaire et insoutenable. Une rencontre qui a marqué son parcours d'une trace indélébile. Patrick Buisson reste ainsi l'un des noms qu'il n'aurait jamais voulu revoir dans son cercle de travail. Parce qu'il représente cette forme d'intelligence fascinante, mais dangereuse. Et parce que certaines lumières, trop sombres, finissent toujours par aveugler. Numéro 1. Dominique de Villepin. Dominique de Villepin occupe une place à part dans la vie de Nicolas Sarkozy, non pas comme un simple collaborateur, mais comme une présence presque mythique, à la fois admirée, redoutée et profondément incompatible. Dès leurs premiers échanges, on sent une tension particulière, une rivalité latente, faite de respect intellectuel, mais aussi d'orgueil blessé. Villepin possède une élégance naturelle, une parole ample, une stature littéraire. Sarkozy, lui, avance vite, tranche, bouscule. Deux univers qui ne devraient pas se croiser et qui pourtant se retrouvent face à face, sous une lumière où l'un des deux devra inévitablement s'effacer. Ce qui rend leur relation si explosive, ce n'est pas un conflit ouvert, mais un affrontement de tempéraments. Villepin représente le verbe, le souffle long, la réflexion poétique. Sarkozy représente l'action, la nervosité maîtrisée, la volonté brute. Leur incompatibilité est immédiate, mais chacun croit un temps qu'un terrain d'entente est possible. Très vite, cette illusion se dissipe. Les réunions deviennent des duels silencieux, où les mots pèsent plus lourd que les décisions. Villepin parle avec hauteur, Sarkozy répond avec vitesse. L'un semble flotter, l'autre frappe. Selon plusieurs témoins, il y eut un moment précis où la fracture devint irréversible. Un jour, au détour d'un échange tendu, Villepin, d'un ton glacial, aurait laissé entendre que certaines portes ne se franchissent pas à force de volonté. Sarkozy, frappé par l'arrogance perçue dans cette phrase, aurait serré les mots entre ses dents avant de répondre que l'audace a toujours plus de valeur que la posture. Ce face-à-face, raconté depuis comme un épisode quasi théâtral, cristallise tout ce qui opposait les deux hommes. Mais derrière ce duel d'ego, il y a surtout une profonde incompatibilité de rythme. Villepin se méfie de la rapidité de Sarkozy, qu'il juge dangereuse. Sarkozy, lui, voit dans la lenteur de Villepin une forme d'immobilisme, deux lectures du monde qui rendent toute collaboration impossible. Les tensions s'accumulent, les silences s'allongent,
et chaque regard échangé devient une déclaration muette de désaccord. Ce qui frappe ceux qui les ont observés, c'est que leur relation ne repose pas sur une trahison ou un événement spectaculaire, mais sur une impossibilité structurelle. Deux caractères forts qui refusent de plier, deux visions qui ne peuvent converger. Deux hommes qui, malgré leur intelligence respective, ne parviennent jamais à trouver une langue commune. Avec le temps, les choses se durcissent encore. L'admiration initiale disparaît, remplacée par une forme de méfiance instinctive. On dit même que Sarkozy, en privé, parlait de Villepin avec une froideur presque douloureuse. Avec les années, selon plusieurs proches, Sarkozy reconnaît que cette relation fut l'une des plus éprouvantes de sa carrière. Non parce qu'elle fut bruyante, mais parce qu'elle révélait en permanence la limite de tout compromis. Villepin était le miroir opposé, celui qui soulignait chaque différence, chaque tension, chaque fragilité. Une présence impossible à ignorer et tout aussi impossible à supporter. Dominique de Villepin reste ainsi, dans la mémoire de Nicolas Sarkozy, le nom qu'il aurait préféré ne jamais croiser dans un cadre de travail, non par haine, mais parce que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer, et que certaines oppositions trop profondes deviennent des frontières définitives. Au terme de ce parcours fait d'élan, de confrontation et de silence, 5 noms se détachent dans la mémoire de Nicolas Sarkozy comme autant de points de rupture. Chacun d'eux révèle une partie de son histoire intérieure, une façon unique d'affronter le monde et de chercher la loyauté dans un univers où elle vacille si facilement. Dati, éclatante et indomptable, lui rappelle que l'intensité peut devenir une source d'incendie. Fillon, calme et réservé, lui montre qu'une harmonie apparente peut masquer une incompatibilité profonde. Guéant, fidèle parmi les fidèles, lui enseigne que même les alliances les plus solides s'usent lorsqu'elles portent trop de poids. Buisson, l'homme de l'ombre, lui dévoile la frontière fragile entre lucidité et opacité. Villepin, enfin, incarne cette confrontation d'ego et de vision qui transforme une relation professionnelle en duel silencieux. Avec l'âge, Sarkozy semble regarder ces histoires sans amertume ouverte, mais avec une lucidité nouvelle. Il comprend désormais que chaque relation avait une raison d'être, même celles qui ont laissé des cicatrices. Car ces 5 visages ne sont pas seulement ceux qu'il aurait préféré éviter. Ils sont ceux qui ont façonné son tempérament, affûté sa vigilance, défini ses limites. Ils représentent la part la plus humaine de son parcours, faite de blessures discrètes, de regrets inavoués et de leçons durables. Dans les confidences murmurées à son entourage, il lui arrive de dire que l'on avance toujours avec les traces de ceux que l'on a croisés, que les alliés perdus et les confrontations anciennes deviennent des repères qui empêchent de se tromper de route. Et qu'en fin de compte, la véritable force ne réside pas dans les victoires, mais dans la capacité de reconnaître ceux avec qui l'on ne pourra jamais avancer.